Nous aurons à ce titre, premièrement, la procédure pénale à l'ère du numérique qui sera donnée par le professeur Théodore Ngoy Ilunga. Le professeur Théodore Ngoy Ilunga Wasenga est pasteur de l'église de la Gombe à Kinshasa. Docteur en droit de l'université de Kinshasa dont le sujet de thèse a porté sur la systématisation de la preuve pénale en droit congolais. Cette thèse a été soutenue à l'université de Kinshasa. Diplômé d'études supérieures en droit de l'université de Kinshasa, il est également détenteur d'un LLM Biosearch de Oxford Brookings University en Grande-Bretagne. Il est licencié en droit et licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi et agrégé d'enseignement à la même université. Il va publier incessamment des ouvrages aussi après, méthodologie juridique, lexique de cassation devant la Cour de cassation, droit international pénal, droit pénal général, droit pénal spécial, droit de procédure pénale, droit de l'organisation et de la compétence des juridictions congolaises, droit international privé, droit de la présomption d'innocence devant la Cour pénale internationale et en droit congolais. Il a déjà publié The Presumption d'Innocence Before the International Criminal Court, Thesis Oxford Brookings International. L'accord de Lusaka, une autre relecture. Il a également publié de l'offense au chef de l'État en droit pénal congolais. Il a également publié la traite négrière, un crime contre l'humanité. Il est professeur ordinaire, chef du département de droit public à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, avocat et conseil près la Cour pénale internationale. Il est président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave, et candidat président de la République à la présidentielle de 2018 et candidat potentiel à la présidentielle de 2023. Monsieur le professeur Théodore Ngoy, vous avez la parole. Bien, en écoutant le collègue avec qui nous avons été ensemble d'ailleurs en DS, et j'ai noté qu'il a abordé un certain nombre de points que j'ai prévu dans mon plan de l'exposer. Je vais peut-être en passant y revenir, peut-être pour dire un mot de plus par rapport à ce qu'il a dit. Donc, j'expose sur le droit pénal procédural du numérique. Et je commence par préciser les notions de procédure ordinaire, du pénal ordinaire et des procédures applicables aux infractions du numérique. Quelles sont les sources? Quel est le contenu de l'exposé? Comme vous le savez tous, la procédure pénale, c'est un ensemble de règles qui sont établies soit par les constituants, soit par les législateurs. En l'occurrence, en ce qui concerne les constituants, les constituants ont innové en établissant toutes les règles des procédures qui relèvent, qui sont applicables devant la Cour constitutionnelle en tant que juge pénal. Nous apprenons de la Constitution que la Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Il s'agit là d'une compétence rationnelle et personnelle qui s'apprécie au moment des faits et non au moment des poursuites. Et qui revient à dire que l'on se demandera
pour établir cette compétence-là, quelle est la qualité que la personne avait au moment où il commettait ces infractions. Et c'est cette qualité qui va déterminer la compétence du juge, en l'occurrence, les infractions commises par le président de la République ou le Premier ministre les sont dans l'exercice ou à l'exercice de leurs fonctions, et c'est en cette qualité que même 10 ans après, si les faits ne sont pas prescrits, ils sont poursuivables devant la juridiction à laquelle a été attribuée une compétence en fonction de leur qualité. Donc les constituants définissent des règles de compétence aujourd'hui, plus qu'hier, et aussi les législateurs. Et outre les règles de compétences que nous dirons compétences, enfin, qui sont codées par les codes pénal ordinaires, il y a ces règles qui ressortent de l'ordonnance loi qui créent les interdits et les sanctions. C'est l'ordonnance loi numéro 23 par 010 du 13 mars 2023 qui porte le code numérique et qui a établi un certain nombre d'interdits avec la menace de la sanction. C'est ça le droit pénal. Le droit pénal est en fait le droit des interdits. Interdit de porter atteinte à des valeurs sociales protégées dans chaque société. Lorsque il m'a été demandé de m'exprimer devant vous par le collègue Titika, qui est professeur associé à la même université que moi, j'ai tout de suite cherché dans ma bibliothèque l'ouvrage du professeur Manassé sur sa thèse. Et j'ai noté, je me suis rendu compte qu'il avait fait une étude de l'Inguerenda, parce qu'en fait, la cybercriminalité était, si vous voulez, poursuivie par rapport à la loi sur les télécommunications. Il y avait quelques incriminations qui étaient dans cette loi. Mais la loi de 13 mars 2023 constitue la source et des incriminations et leurs peines et la procédure, même si celle-ci renvoie l'application des règles et des procédures à celles du code pénal. Et même l'examen des éléments constitutifs des infractions sont par moment envoyés au code pénal. Il a fait la même observation que moi en ce qui concerne l'extinction de la prescription de l'action publique. On a renvoyé au code de procédure pénale alors qu'il faut les renvoyer au code pénal. Donc, sur quoi va porter notre exposé? Il va porter sur comment doivent être recherchées et établies les infractions portées par le code numérique ou les interdits portés par le code numérique qui interdit de porter atteinte à des infractions de droit, enfin à des intérêts juridiques protégés par le droit commun, mais atteinte commise au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. Ça, c'est le premier groupe d'incriminations qui sont renvoyés comme ça au code pénal et à d'autres textes qui établissent des interdits et les menaces de sanctions. Mais plus spécifiquement, ce qu'on peut appeler la cybercriminalité, ce sont les atteintes aux systèmes informatiques, les atteintes aux données des systèmes informatiques, les atteintes à l'intégrité du système informatique, les atteintes dans le domaine de l'Agence nationale de cybersécurité, les infractions liées à l'utilisation des données à caractère personnel, la fraude aux cartes bancaires, les infractions relatives à la publicité sur Internet,
l'infraction qualifiée de contenu abusif, les infractions à la charge du fournisseur d'accès à Internet, les infractions de presse en ligne et la divulgation des détails d'une enquête, l'infraction du cyberespionnage, l'infraction de l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions et la diffusion des éléments pour fabriquer des engins de destruction, l'infraction d'atteinte aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle et industrielle ainsi qu'aux droits voisins. Alors, ces infractions sont réprimées conformément au code pénal et aux dispositions pénales particulières qui sont en vigueur. Alors, nous allons, en très peu de temps, de manière lapidaire, voir comment sont constatées ces infractions à la législation du numérique et comment prouve-t-on les faits infractionnels commis au moyen du numérique ou qui portent atteinte au numérique. Donc l'autre exposé va porter respectivement sur la constatation des infractions à la législation du numérique, la perquisition, c'est-à-dire des moyens de rechercher des infractions, perquisition des données stockées dans un système informatique, interception des données, preuve des faits infractionnels commis au moyen du numérique et contre les atteintes au numérique. La responsabilité pénale, on en a parlé ici, la participation criminelle et la pratique du SAP, on en a aussi parlé, les poursuites, l'extinction de l'action publique, les juridictions compétentes, les peines applicables, la récidive et les circonstances aggravantes. D'abord, comment se constatent les infractions à la législation du numérique? Ce sont des OPJ, la compétence générale en compétence restreinte, qui constatent ces infractions sur procès verbal et informent l'officier du ministère. Mais tout cela, précise le législateur, doit se faire conformément au code pénal. Et que dit le code pénal? Le code pénal dit que la police et les ministères publics recherchent les preuves ou les indices qui sont d'ordre matériel, verbal ou écrit, et les cas échéants procèdent à leur interprétation en requérant les personnes qui peuvent prêter leur ministère en tant qu'interprète, traducteur, médecin ou expert. Alors, dans l'accomplissement de leur mission de recherche et de recueil de la preuve, la police et les ministères publics peuvent prendre des mesures de contraintes physiques comme les explorations corporelles, les placements en garde à vue. Ça sont des mesures privatives de liberté, la rétention, par exemple, ou la mise en état de détention préventive. Comme vous le savez, la fonction répressive ne connaît pas ce principe de séparation que connaissent les droits français et belges, où l'on a l'autorité des poursuites avec des pouvoirs de poursuivre, l'autorité d'instruction, et en France, on a l'autorité de la détention et de la liberté. Chez nous, c'est une seule autorité, le ministère public, qui a le pouvoir de rechercher les infractions, les faits par la police, qui mène des enquêtes sous sa direction, sous sa surveillance, et il décide de poursuivre et il pose des actes de poursuite et en même temps il pose des actes d'instruction et en même temps il pose des actes qui portent atteinte à la liberté. Il place en détention et il entend les personnes. Dans notre droit, jusqu'à présent, et y compris dans le droit numérique, c'est le ministère public, assisté de la police, qui recherchera les faits
et procédera de manière spécifique par des officiers de compétences restreintes, compétences étendues, en général, et il procédera de la même manière. Donc il peut passer en détention, il peut ordonner la mise en liberté, ce sont des pouvoirs immenses. Et je pensais, j'espérais que les législateurs de mars 2023 allaient prendre en compte les contrats de société qui ressortent de la Constitution du caution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui veut qu'aujourd'hui, le ministère public ne puisse pas exercer des recherches de manière inquisitoriale. Parce qu'un des actes de recherche des infractions et des preuves de leur commission, c'est l'audition du suspect, qu'on appelle malencontreusement inculpé. Alors que le projet de société qui ressort de la Constitution nous interdit d'utiliser encore de cette terminologie. Soit on est suspect, soit on est accusé. Si vous lisez l'article 17 de la Constitution, le dernier alinéa plutôt, la personne accusée, la personne est présumée innocente. Mais on continue à utiliser des termes qui ne devraient plus l'être au regard de la Constitution comme prévenu, comme inculpé. Mais en tout cas, le constituant a décidé que la personne suspectée d'avoir commis des infractions est entendue, assistée de son conseil. J'ai souvent des problèmes avec les magistrats en tant qu'avocat parce qu'ils disent que l'avocat assiste la bouche fermée. Je leur demande où est-ce qu'ils trouvent ça. Ils se réfèrent à la loi, si vous voulez, au code de procédure pénale, qui date de 1959, un texte colonial qui avait pour but de faire peur, de mettre en détention pour terroriser la population, mais il refuse d'appliquer la Constitution qui veut que le droit de la défense, dont l'avocat se trouve au cœur, s'exerce lors de la recherche de la preuve des faits. Parce que, en fait, la procédure pénale a pour point central la recherche de la preuve. Un fait infractionnel a été commis, qui l'a commis, de quelle manière, qui en est l'auteur, qui en est le co-auteur, qui en est les complices, etc. Il faut construire les dossiers des preuves, et quand on a des indices suffisants, on va saisir la juridiction compétente pour prouver à l'audience publique, au juge, que la personne qui est poursuivie devant le juge qui est saisi une reine et qui est saisi une fête, et au sujet d'une personne précise, qui est saisi une reine et une personne, il doit dire dans son intime conviction si la personne est coupable. Et donc, en décidant que la personne doit être entendue assistée de son avocat dans la Constitution, article 19, l'institution du droit de la défense, qui est un droit fondamental et non dérogeable, selon la disposition de l'article 61, quel que soit le temps de paix ou dans l'état d'urgence, etc. On a modifié, si vous voulez, la nature juridique de la procédure pénale, mais les magistrats refusent de se plier à cela. J'ai vu seulement les magistrats de la haute cour, la cour de cassation, comprendre cela de cette manière. C'est ainsi que j'ai assisté à une personne suspectée et j'ai pris la parole pour montrer aux magistrats inspecteurs qu'il n'y avait pas d'indices sérieux de culpabilité et qu'il n'avait pas le pouvoir de placer la personne en détention parce que la condition des fonds du placement en état de mise en détention préventive, c'est l'existence des indices sérieux de culpabilité. Et ces indices-là, il faut contradictoirement les prouver contre le suspect et lui démontrer que
il existe des raisons plausibles de croire qu'il peut être l'auteur de l'infraction qui a été constatée. Et le ministère public, près la Cour de cassation, a accepté de reprendre dans son PV les observations de la loi. Ce droit-là, il est encore bloqué par les autres magistrats qui considèrent que l'avocat doit être présent, mais c'est clair. Donc, la loi, l'ordonnance loi aurait dû évoluer avec la Constitution au lieu de renvoyer uniquement au Code de procédure pénale qui doit être modifié pour l'essentiel afin de l'adapter à la Constitution. Alors, pour pouvoir rassembler les preuves, l'ordonnance loi portant code numérique institue la perquisition des données stockées dans un système informatique. Mais, ça c'est l'article 320, il dit lorsque des données stockées dans un système informatique ou sur un support permettant de conserver des données sur le territoire congolais sont utiles, c'est la condition, sont utiles à la manifestation de la vérité. Donc, il faut contradictoirement prouver aux détenteurs des données stockées que les données qui sont les siennes peuvent faire l'objet de perquisition parce que ces données-là peuvent être utiles à la manifestation de la vérité. Mais vous verrez que les magistrats ne se conformeront pas à ce devoir. Ils ne démontreront pas que c'est utile. Dès que vous êtes suspecté, les magistrats prennent des décisions. J'ai vécu un cas en tant qu'avocat d'un citoyen honorable, s'il exerce des fonctions dans une de nos sociétés. On l'a arrêté, on l'a dit, voilà, il a violé. Et le magistrat lui a arraché son téléphone. Et il lui a dit, voilà, donne-moi les mots de passe. Et puis il lui a demandé, mais pourquoi vous voulez mon téléphone? En quoi mon téléphone est utile à la recherche de la vérité? Comment se prouve le viol en droit? Il dit, je n'ai pas l'expliquer devant. D'ailleurs, je vais te placer en étage. Je vais te mapper. Et puis il lui dit en hausse, il a mappé, évidemment. Et il a placé, il a mis en garde à vue, ils ont en détention alternative parce qu'il a mappé, et il a été gardé au cachot de la cour, près de laquelle il exerce les fonctions des ministères. Mais il s'est avéré, suite parce qu'il a entendu son client en le confrontant à la victime prétendue qui a prétendu avoir été violée. Et on lui a demandé, la personne, qu'est-ce que tu reproches à cette fille? Voici ce qu'il dit, de m'avoir trompé. Et le magistrat dit, mais il t'a trompé comment? Il dit, il m'a fait croire qu'il m'aimait et tout ça, et puis bon, il y a eu ce qu'il y a eu. On lui demande, ce qu'il y a eu, c'est quoi? Il dit, il y a eu, voilà, il a mis sa bouche sur mon sexe, et j'ai ressenti des sentiments que je n'ai jamais éprouvés dans ma vie. Ah bon? Et c'est où que ça s'est passé? Il dit dans tel endroit, à l'hôtel, etc. Et on lui demande, à cet hôtel, vous êtes allé volontairement? Il dit oui. Et vous êtes entré dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? J'ai enlevé les vêtements. Qui vous a enlevé les vêtements? Moi-même. Ah bon? Et vous avez aussi enlevé les sous-vêtements? Oui, j'ai aussi enlevé les sous-vêtements. Et puis vous avez fait quoi? Vous êtes monté sur les lits. Mais je ne voulais pas coucher avec lui. On lui dit, mais tu ne voulais pas coucher avec la personne, tu enlèves tes sous-vêtements, tu montes sur les lits et tu acceptes qu'on t'embrasse sur ton intimité et tu éprouves un plaisir que tu ne connais pas.
Et après l'acte, tu demandes même des choses à l'homme, et finalement, dans la suite, tu décides que non, ce n'était pas consentant. Eh bien, figurez-vous que ces éléments d'information ont permis de s'aimer des doutes sur les faits infractionnels, et la personne n'a plus été poursuivie, malgré des pressions. Si on respectait seulement les règles des procédures telles qu'instituées, les magistrats feraient être utiles. Ils nous éviteraient ce que le magistrat suprême a dénoncé et qui est très grave. Il dit la justice élève une nation. C'est le magistrat suprême. Mais dans notre pays, la justice détruit. Comment la justice détruit la nation? C'est justement parce que la justice ne respecte pas ses propres règles. Donc, pour perquisitionner des données stockées dans un système informatique, il faut d'abord prouver que cette perquisition et ces données-là sont utiles à la manifestation de la vérité. Et la loi dit que cela se fait conformément aux dispositions prévues aux articles 22 et 23 du Code de procédure pénale. Donc on revient aux règles de la perquisition ordinaire. À quelle heure elle doit commencer, à quelle heure elle doit se terminer et comment ça se passe. Et la loi ajoute, en cas d'infraction non flagrante, je vais lire les articles 22, l'officier de ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions de domicile ou à la résidence de l'auteur présumé d'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires, c'est déjà un concept qui n'a plus raison d'être dans notre loi, et qui est là, du parquet ne peuvent procéder à ces visites, à ces perquisitions contre les gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire. Quel est l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions et en son absence, en vertu de l'ordonnance motivée du juge. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures, après 21 heures, sauf autorisation du juge président du tribunal de district. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on fait les perquisitions, on dit qu'elles peuvent commencer, parce que j'étais là, les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures. Mais il y a des perquisitions qui se font à 3 heures, à 1 heure du matin. Et elles doivent se terminer avant 21 heures. Je suppose qu'il y a les hauts magistrats ici, avec tout le respect que je leur dois, mais vous savez qu'il y a des perquisitions récentes, publiques, dont nous avons entendu parler, qui se font après 5 heures du matin, même pendant la journée. Ces perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction. Voilà. Mais c'est une règle qui n'est pas respectée. Et d'ailleurs, Thomas Lubanga, à la Cour pénale internationale, a demandé le rejet des éléments de preuve recueillis à la suite de la perquisition de son domicile au motif qu'il y avait violation de cette règle, mais dont la vérité n'est pas prévue malheureusement dans notre code, et parce qu'il n'était pas présent. Évidemment, la Cour pénale internationale a rejeté cette exception au motif que les droits nationaux ne sont pas source du droit applicable devant la Cour pénale internationale. Si la Cour peut tirer un certain nombre de principes de ces sources des droits nationaux, mais ceci ne constitue pas une source coercitive applicable devant la Cour pénale internationale. Lorsque l'officier du ministère public découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur le support de stockage informatique pouvant être saisies et placées sous scellé et peuvent être de plus rendues inaccessibles au décès du système informatique. Il faut que je précise que si les données sont la propriété d'un cabinet d'avocats, on ne peut pas
procéder à ces perquisitions et à ces saisies sans que le bâtonnier national ou les bâtonniers aient été informés préalablement. Un autre moyen, c'est l'interception des données, on en a parlé tout à l'heure, lorsque les nécessités de l'information, c'est-à-dire de l'instruction, lorsque les nécessités, donc, il faut que le ministère public prouve à la personne qui fait l'objet de l'interception des données qu'il y a nécessité pour le ministère public de disposer de ces données pour pouvoir se servir d'elles pour la manifestation de la vérité. Il peut prescrire l'interception, l'enregistrement, la transcription des correspondances conformément aux dispositions de ce code numérique, y compris des données relatives au contenu émises par voie de communication électronique. L'interception peut porter sur une ligne dépendant de l'avocat, ne peut porter sur une ligne dépendant de l'avocat, du cabinet d'un avocat ou de son domicile. Donc, nous qui sommes avocats, nos données, qu'elles soient celles qui sont dans notre cabinet, dans l'ordinateur de notre cabinet ou dans l'ordinateur de notre maison, comme l'ordinateur que je transporte ici, le ministère public ne peut les intercepter, sauf s'il existe, s'il me prouve qu'il existe des raisons plausibles de me suspecter d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction qui une atteinte, si vous voulez, à la législation du numérique. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Donc, il faut qu'il y ait, on ne peut pas se lever un matin pour dire, voilà, nous allons empêcher cet homme-là, nous allons prendre des décisions. Donc, il faut prouver contradictoirement à l'avocat, à son cabinet et à cet avocat, à son domicile, qu'il existe des raisons plausibles de les suspecter d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, soit en tant qu'auteur, soit en tant que complice, et que, ou alors, l'infraction fait l'objet d'une procédure connexe, hein, à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. Tous ces éléments-là, le magistrat devrait les prendre en compte avant de prendre la décision d'intercepter. Et l'interception doit être autorisée par décision du procureur général après la cour d'appel, saisie par réquisition du magistrat instructeur, magistrat poursuivant. Les bâtonniers nationaux, bien entendu, ou les bâtonniers, selon les cas, doivent avoir été saisis préalablement. Il faut aussi dire que l'Agence nationale de cybersécurité doit autoriser. Il y a une autorisation qui est prévue de l'Agence nationale de cybersécurité pour intercepter les correspondances émises par la voie de communication électronique pour la conservation et la protection de l'intégrité ainsi que les recueils, y compris en temps réel, suivant les modalités prévues aux articles 25 et suivant du code de procédure pénale. Des données et renseignements sur des données personnelles. Donc, il faut savoir que l'Agence nationale de cybersécurité peut autoriser que votre téléphone soit fouillé et que des données personnelles soient saisies parce qu'il y a une infraction qui a été commise et des données qui, pour son personnel, peuvent aider à la manifestation de la vérité si elles étaient saisies. Les opérations d'interception qui sont visées par le code numérique et qui sont autorisées par l'Agence nationale de cybersécurité doivent être nécessaires au maintien de la souveraineté nationale. Donc il faut que je prouve que les données personnelles que l'on veut
saisis et conservés vont servir à protéger la souveraineté nationale. Donc si les données personnelles n'ont rien à voir avec une question de souveraineté nationale, vous voulez venir saisir les données personnelles qui concernent les relations d'un homme marié et de sa femme, et vous devez nous prouver en quoi ces données personnelles entre les deux vont servir à protéger la souveraineté nationale. À moins que peut-être l'une des deux personnes concernées dans leur vie privée ait quelque chose à voir avec des fonctions qui puissent porter atteinte à la souveraineté nationale. Par exemple, si vous avez des données personnelles, mais vous êtes ministre des Affaires étrangères, par exemple, ou ministre de l'Intérieur, parce que les données peuvent porter atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité du territoire ou à la défense nationale. Ou bien ces données sont nécessaires à la préservation des intérêts majeurs de la politique étrangère de la RDC ou à la sauvegarde des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs, ou encore à la prévention du terrorisme, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ou de la criminalité et de la délinquance juridique organisée. La preuve, écartez-vous. Comment se prouvent les faits portant atteinte aux intérêts juridiques protégés par l'ordonnance loi portant code numérique? Les dispositions de l'article 325 disent simplement que les infractions à la législation numérique sont prouvées par toute voie des droits. Vous savez dire quoi? C'est-à-dire, comme d'ailleurs le veut le principe général du droit de la preuve, qui veut que la recherche, le recueil de la preuve soit libre. Donc on peut apporter devant le juge n'importe quelle preuve, pourvu qu'elle soit recueillie conformément à la loi et aussi au principe de loyauté qui lui-même né du respect de la légalité. Et j'ai vu sur le net aujourd'hui des discussions autour de la preuve de l'infraction qui a été recueillie au moyen d'un procédé mystique, on peut dire ça, ou fétichiste. La police congolaise a fait appel à un sorcier ou un féticheur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et le féticheur a dit au suspect, quand c'est un suspect, voilà, vous allez prendre cette pierre, vous mettez dans cette bouteille, et vous dites, si je n'ai pas volé le téléphone Android, parce que c'était ça, l'infraction, le vol. Si je n'ai pas volé, il n'y a rien qui se passe. Si je l'ai volé, que le caillou que je vais placer dans la bouteille provoque une flamme de feu. Et il a mis la bouteille dans la bouteille et il y a une flamme de feu. Terrible. Et la police était sur lui pour le frapper, pour lui dire, on a tué le coupable. Enfin, jusque-là, ce n'est qu'un élément de preuve, mais ce n'est pas encore la preuve, d'un indice. Mais il a finalement dit, voilà, je vais vous dire où se trouve le téléphone. Bon, mais il a été menacé, il a été... voilà. Donc, les principes qui gouvernent la preuve sont d'application. En matière, il n'y a pas, si vous voulez, un principe particulier ici, sauf que tous les moyens des preuves peuvent être recueillis et peuvent être admissibles devant la juridiction compétente, pourvu qu'ils aient respecté la légalité. Et vous le savez aussi que le principe de la liberté s'applique à celui qui recherche et recueille la preuve. Donc liberté pour celui qui recherche la preuve, mais liberté aussi pour celui qui apprécie la valeur probante de la preuve, le juge. Le juge n'est pas lié par les moyens de preuve apportés par le ministère public.
Il n'est pas lié par les moyens de preuve apportés par la partie civile. Les preuves ne s'imposent pas au juge. Les juges apprécient par le PV qui ont une valeur probante, n'est-ce pas? S'impose, mais même alors les juges apprécient la valeur probante à donner à chaque moyen de preuve en fonction de son intime conviction. Mais il a l'obligation de motiver sa décision, et la motivation étant l'énumération des raisons, des faits et des droits qui ont déterminé les juges à conclure à la culpabilité ou à la non-culpabilité et à la vie. Alors, je vais, puisque le professeur Francis avait, que je devais m'arrêter quelques minutes, avait déjà parlé des autres points, je vais peut-être les aborder très rapidement. La question de la responsabilité pénale en ce qui concerne les infractions ou les atteintes au numérique ou les atteintes, les infractions d'ordre commun commises au moyen du numérique, comment s'établit la responsabilité pénale? D'abord, nous savons que la personne est responsable de l'infraction. Qui est responsable de l'infraction? C'est l'individu qui a commis une faute intentionnelle ou une faute non intentionnelle. C'est la personne qui est responsable. L'auteur de la faute donne ou de la faute non intentionnelle. La faute intentionnelle les donne, faute non intentionnelle. Et la responsabilité pénale consiste donc pour cet individu qui a commis cette faute non intentionnelle ou cette faute intentionnelle d'être considéré comme coupable. Et ensuite, il faut que les faits soient imputables. Vous connaissez les causes de non-imputabilité, vous connaissez aussi les faits justificatifs dans la manière d'établir la responsabilité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que alors que la Constitution affirme la responsabilité individuelle et interdit la responsabilité pour fait d'autrui, la Constitution, article 17, mais les codes du numérique instituent la responsabilité des personnes morales et même la responsabilité pour fait d'autrui. Mais il faut dire que cette responsabilité des personnes morales et des responsabilités pour fait d'autrui ne date pas du code du numérique. Elle existe déjà dans le code pénal, quand vous considérez les dispositions de l'article 92. Et puis, elle existe dans la loi du 9 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, dans l'ordonnance loi sur la Banque centrale en matière d'échange, l'ordonnance loi du 23 juin 1967, la loi sur les contributions solidaires, la loi sur les VIH introduit la responsabilité pénale des personnes morales. Il y a aussi la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 qui modifie et complète le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Et cette loi, c'est une loi qui met en œuvre les statuts de Rome, qui institue aussi la responsabilité du fait d'autrui. Vous savez vous-même que Jean-Pierre Bemba a été poursuivi sur base de cette responsabilité pénale, donc je peux passer. Vous savez également que le droit OHADA, vous les verrez, je crois, le droit OHADA, institue aussi la responsabilité des personnes morales et la responsabilité d'autrui. Voilà. Je vais regarder rapidement peut-être deux autres points. La façon qui venait, on a déjà parlé. Je ne vais pas revenir parce que je dois arrêter quelque part. Les poursuites, peut-être que je pourrais m'arrêter à ça, puisqu'on a parlé de l'extinction de l'action publique, on a parlé de la prescription de l'élection, etc. Les infractions à la législation du numérique sont poursuivies conformément au code de procédure pénale. L'action publique contre les infractions à la législation numérique est exercée conformément au code de procédure pénale. Ce qu'il faut, on l'a déjà dit, c'est conformément au code pénal. Alors, quand on dit que les poursuites sont poursuivies conformément au code de procédure pénale, c'est qu'il n'y a aucune innovation. C'est le ministère public assisté de la police qui exerce la fonction répressive de la recherche, du recueil, de recherche, du recueil des preuves, des indices,
et lorsqu'il a constitué les dossiers des preuves, il décide de poursuivre, il pose des actes de poursuite qui sont en même temps des actes d'instruction. Et puis quand il considère que les faits peuvent être prouvés devant le juge compétent, il saisit les juges compétents, il va instruire à l'audience, et que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve, peut aussi ordonner même une instruction complémentaire, nous sommes en matière pénale, et il peut aussi rechercher lui-même des preuves à charge ou décharge, et comme nous l'avons dit, il conclut à la culpabilité ou à la non-culpabilité en fonction de son intime conviction. Devant la Cour pénale internationale, on applique un autre principe qu'on appelle beyond reasonable doubt, au-delà du doute raisonnable. Dans tous les deux cas, il faut motiver la décision, donc il faut montrer les raisons, les faits et le droit qui montrent, qui établissent le fait que la personne est coupable ou non coupable. Je pense que je peux arrêter là. Je vous remercie.